Nous avons pris l'habitude de faire des selfies à chaque occasion, de ne parler que de nous sur les réseaux sociaux. Mais qui est l'Homo numericus de 2020 ? C'est le grand angle de ce samedi 17 octobre. Et sommes-nous devenus d'individus tyrans persuadés à tort d'être tout-puissants ? C'est votre constat. Éric Sadin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, spécialiste de l'emprise des écrans sur nos vies et vous sortez tout juste cet essai, L'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun, qui vient de paraître chez Grasset. Avec nous depuis Montréal également, Mathieu Dugal, journaliste à Radio-Canada, animateur de l'émission Moteur de recherche, auteur de Wiki, GIF et LSD, l'encyclopédie anecdotique du web, sortie l'an dernier aux éditions Cardinal. Merci à vous d'être avec nous aussi. On va évidemment d'abord revenir avec vous, Éric Sadin, sur l'actualité avec cette attaque meurtrière contre un professeur près de Paris. L'enseignant a montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Cela a provoqué la colère de certains parents qui s'en sont plaints sur les réseaux sociaux. Un message de revendication a été publié sur son compte Twitter. Il l'a publié lui-même quelques minutes après le drame avec une photo insoutenable. Comme philosophe du numérique, quelle réflexion ça vous inspire ? D'abord, il ne se passe pas un jour, presque pas un jour, sans que des événements du monde ne viennent provoquer notre sidération et amplifient notre désorientation collective. Car, avant d'évoquer ce terrible événement, nous vivons une période d'extrême brutalisation des rapports entre personnes, de crispation croissante d'état de la société, de méfiance, c'est un fait très important à l'égard de la parole politique. Tout cela est pour grande partie, pas seulement, mais pour grande partie, le résultat de politiques économiques de plus en plus débridées, dont nous payons le prix, dont il faut voir à quel point nos corps et nos psychés payons le prix. Vous avez remarqué que depuis quelques années, il y a eu monceau d'ouvrages sur une supposée montée des populismes. Moi, je pense, pour ma part, et c'est pas qu'une affaire de pensée, c'est une affaire de constat, que ce n'est pas cela. Là, il s'agit d'une confusion de l'époque. Et c'est amplifié par les réseaux sociaux. Alors, je crois plutôt que nous vivons l'avènement d'une nouvelle condition de l'individu contemporain, alors que les grandes structures de la société, et notamment les structures de l'exercice du politique, sont pour les grandes lignes restées identiques. Les individus vivent aujourd'hui dans de nouvelles postures et de nouvelles conditions. Vous dites que les réseaux sociaux sont un exutoire. Avec l'actualité, là, aujourd'hui, on est face à un exemple parfait. Mettre la photo de cet acte sur un réseau social, c'est un bon exemple de ce que vous décrivez ? Oui, alors, une fois encore, pour que nous, ensemble, nous réfléchissions à la situation d'ensemble et ensuite à cet événement, dans quel contexte sont apparus les réseaux sociaux ? Ils sont massivement généralisés à la fin des années 2000, un moment historique particulier. C'est-à-dire quand je parlais de défiance à l'égard de la parole politique et plus largement à l'égard d'un ordre en place. Ils sont apparus après les contre-vérités formulées par le gouvernement américain lors de la préparation de la Deuxième Guerre du Golfe en 2003. Ils sont apparus après le volte-face des gouvernements français et hollandais suite au vote sur la Constitution européenne. Ils sont apparus après ce terrible événement dont nous continuons de payer les frais en termes de défiance et de dégâts occasionnés de la crise de la finance des subprimes de 2008. Et aussi, c'est un point aussi important, des événements qui se sont passés à France Télécom en 2009, qui ont conduit à des suicides et des procédures de management de plus en plus sévères et harassantes. Et qu'est-ce qui s'est passé par l'avènement des réseaux sociaux et notamment de Twitter ? C'est que ça a été des moments qui ont, relativement au moment historique et aussi du fait de l'interface, qui favorise des formules courtes, le privilège de l'assertion, et dû aussi à la défiance à l'égard de la parole politique, ça a été des déversoirs de colère et du ressentiment. Vous posez un constat qui est très sombre. Mathieu Dugal, est-ce que vous partagez ce constat sombre ? En partie, oui, parce qu'effectivement, on a besoin de se raconter des nouvelles histoires. En fait, une nouvelle histoire du numérique dans nos vies, et elle n'a pas encore perfusé dans le grand public, cette histoire-là. Des livres comme ceux d'Éric Sadin y participent, mais il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de livres qui paraissent, et même des documentaires qui nous force à revoir justement l'arrivée de ces technologies-là dans nos vies. J'aimerais simplement rappeler un événement d'actualité récent qui nous permet de comprendre l'espèce de paradoxe avec lequel
lequel on traite le numérique et qui n'arrive peut-être pas autant dans d'autres domaines de la technologie. Ce sont les rapports qui ont été publiés à la suite des 2 crashs des Boeing 737 MAX 8. Qu'est-ce qu'on a dit dans ces rapports-là, essentiellement? On a dit qu'on avait donné littéralement le pouvoir à Boeing de certifier elle-même les avions qu'elle construisait. Qu'est-ce qu'il en a résulté? Ben, il y en a résulté 350 morts. Et on sait que depuis plusieurs années, plusieurs décennies, dans le monde de l'aviation commerciale, l'innovation n'est pas empêchée par la réglementation. Et ce qu'on nous dit dans le monde du GAFA, ce qu'on nous dit dans le monde des réseaux sociaux, ce qu'on nous dit dans le monde de ces grandes entreprises du Web-là, c'est que si on réglemente, et c'est vraiment un narratif qui est présent depuis très longtemps, si on réglemente, bien, on va complètement étouffer l'innovation. On va complètement rendre tout ce qu'on connaît actuellement beaucoup plus difficile à mettre en place, ce qui est vraiment un raisonnement qui est complètement faux. C'est un raisonnement qui est spécieux et on se rend compte dans d'autres domaines de la technologie que la réglementation permet justement de mettre en place des technologies qui se font davantage au service de l'humanité que ce que l'on peut voir actuellement du côté du GAFA. Éric Sadin, vous voulez réagir? Je vous voyais réagir. Oui, je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des échanges qu'il y a eu sur Internet, sur les réseaux sociaux relativement à ce professeur. Il y a eu une information qui a été diffusée. Il y a ce qui s'est passé hier soir, cette terrible décapitation. Je reviens quelques instants sur un autre événement qui a eu lieu il y a 4 jours, qui me semble d'importance. C'est Zuckerberg et Facebook qui a enfin décidé, il était temps, de bannir les contenus négationnistes sur la plateforme. Oui, parce que la question qui se pose, c'est aussi celle de la régulation de ces réseaux sociaux. C'est pas seulement de la régulation. C'est pas seulement de la régulation, comme si on attendait tout du législateur, parce que le législateur, voyez-vous, depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, a été dans une complaisance terrible relativement au monde de l'innovation et relativement au développement de l'industrie du numérique. Ce qui aurait dû se passer, ce qui devrait plus que jamais se passer, c'est qu'il y ait une pression de la société tout entière et que nous faisions en sorte de ne pas nous adosser à ces pratiques dès lors que sont autorisées, contrairement à tout ce qui est autorisé en société, des paroles de haine, des paroles négationnistes, des machinations complotistes. Donc là, il s'est passé quelque chose. Mais ce qu'il faut relever, c'est que c'est venu c'est Zuckerberg qui a décidé cela. Est-ce que nous ne sommes pas capables en société d'être davantage vigilants et de faire davantage pression pour que toute une série de pratiques, enfin, n'ait plus lieu? Et peut-être savez-vous que j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle, oui, qui fait l'objet d'un essai précédent. Qui fait l'objet d'un précédent essai de ma part, qui est capable de quantité de prouesses techniques, et notamment par des mots-clés, de déceler quantité de phénomènes. Ça fait au moins 5-6 ans que les systèmes d'intelligence artificielle auraient pu déceler, auraient pu détecter quantité de déviance. Ces systèmes n'ont pas été utilisés ni par les plateformes, ni du fait de la pression de la société et du législateur. Nous ne cessons d'en payer le prix. Mathieu Degal, je vous vois acquiescer depuis Montréal. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une techno différente? Plusieurs personnes le disent. Shoshana Zuboff de Harvard, dans The Age of Surveillance Capitalism, plaidait en partie pour justement un parcours, un encadrement de la technologie différent. Mais le maillon faible, et ça, Éric Sadin le dit bien dans ses nombreux essais, le maillon faible actuellement, c'est cette espèce de no man's land, cette jungle dans laquelle se déploient des algorithmes qui sont capables de nous lire. Et donc, si on assiste à des phénomènes, par exemple, comme QAnon, si on assiste, par exemple, à des phénomènes où on se rend compte qu'il y a une radicalisation, et pas simplement dans le cas de QAnon, mais dans plein de domaines, c'est qu'on se rend compte véritablement que ce sont des algorithmes qui sont littéralement créés pour faire de l'engagement, et la résultante de cette volonté de créer de l'engagement, c'est de faire, évidemment, faire de l'argent aux compagnies, aux GAFA. Et donc, cette logique-là, elle est complètement perverse, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous renvoie finalement à une responsabilité qui devrait être beaucoup plus grande. Et en fait, ces algorithmes-là, ce qu'ils réussissent à faire, et ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent sur comment le cerveau réagit à cet environnement-là de surstimulation, cet environnement-là où on crée littéralement... Il y a le fait que nous-mêmes... On se rend compte que ça nous mène
vers QAnon. Voilà, pardonnez-moi Mathieu, parce qu'on a un petit décalage, on va laisser réagir Eric Sadin. Je vous remercie d'avoir été avec nous depuis Montréal, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Il n'y a pas que les algorithmes, il y a notre responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps des colères, des insatisfactions montantes, des ressentiments. Et depuis une dizaine d'années, nous l'avons remarqué, il y a un phénomène de politisation croissante de la société. Et Twitter et les réseaux sociaux ont accompagné, favorisé, stimulé ce mouvement de politisation de la société. Or, ça prend quelle forme? Ça prend la forme de l'énonciation continuelle, c'est-à-dire que chacun y va de sa bonne parole, de son opinion. Oui, tout le monde a une opinion sur tout, en fait. Et on se retrouve avec une masse d'individus dans des cas ingouvernables. C'est ça. Alors, c'est pas seulement ça. D'abord, il y a des sortes de cages de verre, et qui laissent supposer que la politisation, c'est l'énonciation continuelle de ses opinions. Mais il faut en revenir à ce que disait Aristote, puisque vous m'avez invité en tant que philosophe, n'est-ce pas? Pas seulement en tant que commentateur de l'actualité, ce que je ne suis pas. Aristote, qui avait forgé cette notion de bios politikos, que Hannah Arendt a reprise à nouveau frais dans un de ses livres. Qu'est-ce que c'est que le bios politikos? Qu'est-ce que c'est que la condition politique? Et on va voir qu'on y est loin, là, actuellement. On est dans un fourvoiement et un dévoiement. C'est une tension indissociable entre l'action et la parole, entre la praxis et l'alexis. D'abord, il y a l'action, qui réserve l'action d'un point de vue institutionnel, l'action de chacun de nous sur le terrain de nos réalités quotidiennes, et qui appelle dans un second temps le commentaire, la parole, en vue de continuellement tendre vers des situations supposément toujours plus vertueuses. Or, à quoi assistons-nous aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux et la mécanique devenue assez folle aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est à l'œuvre? Pas seulement à des situations qui vont jusqu'au crime et à des situations conspirationnistes et à des haines de plus en plus visibles, mais aussi à une perte d'énergie continuelle, à croire que l'énonciation continue de ses opinions fait office de politique. Et nous vivons une asymétrie comme jamais entre la parole et l'action, et ça, c'est un drame politique. Et on vit en plus une période très particulière. On est en pleine pandémie, on a été confinés au printemps, on s'est beaucoup tourné vers nos écrans, nos réseaux sociaux, etc. Vous parlez-vous d'un isolement collectif? Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est ensemble tout seul ou... C'est-à-dire qu'on est de plus en plus renvoyé à nous-mêmes, c'est-à-dire là où les logiques néolibérales appelées à la responsabilisation extrême de soi, on en est arrivé, on vit un double échec en réalité, c'est-à-dire l'échec de politique à l'œuvre depuis près de 4 décennies aujourd'hui. Au lieu de nous atteler, j'ai presque envie de dire de nous retrousser les manches, de faire pression sur la politique institutionnelle pour renouer avec le bien commun, avec les principes de solidarité, avec les investissements publics, avec l'État-providence, et nous-mêmes, au lieu de nous atteler sur le terrain de nos vies quotidiennes, afin de travailler à mettre en place des modes de vie plus souhaitables, qu'est-ce que nous ne cessons de nous renvoyer à notre propre solitude, à notre propre isolement. C'est la dernière phrase de votre livre, c'est que vous renvoyez chacun face à soi-même, face à sa responsabilité aussi. Vous dites qu'il est temps de refaire communauté, mais est-ce que c'est possible de créer une vraie société avec des individus que vous décrivez comme aussi centrés sur eux-mêmes? C'est bien que le sous-titre, et je vous remercie, chère Sylvia, d'avoir souligné le sous-titre de mon livre, La fin d'un monde commun. Quand je dis cela, j'ai l'espoir que les choses puissent inverser. L'espoir, certes fin, ténu, mais tout de même. Je pense qu'il y a 4 événements qui se sont passés ces jours-ci, si vous voulez si nous avons quelques instants. Rapidement, très rapidement. Alors, dont on peut se dire qu'ils sont sans lien, mais qui témoignent de cette brutalisation et de cet état de crispation de la société. Le premier, c'est Champigny-sur-Marne, c'est-à-dire un commissariat aujourd'hui a été attaqué à coups de mortier dans la continuité, et qui rappelle à quel point d'abord la République doit faire valoir la loi et son autorité là où ça doit être le cas. On ne va pas malheureusement, pardonnez-moi, je vous interromps, on ne va pas pouvoir passer en revue tous les 4 points, mais d'une phrase pour conclure. Alors, je pense que malheureusement, il est possible que si nous renions pas sur le terrain nos réalités quotidiennes, avec des principes fondamentaux, c'est-à-dire le respect de l'intégrité humaine, de la dignité humaine, de l'équité sociale, et que si nous ne défendions pas corps et âme ces valeurs dans l'action, eh bien nous vivions de plus en plus ces phénomènes d'isolement collectif qui pourraient aller jusqu'à un terrible, ce que je nomme un fascisme individuel atomisé. Et c'est à analyser, à découvrir, à creuser dans l'ère de l'individu tyran, La fin d'un monde commun, aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.